Vous écoutez la suite de notre épisode avec nos invités de La Vie en Rose, Mode Choc et l'Aubainerie. Bonne écoute! Est-ce que vous avez l'impression que le fait de travailler avec des fournisseurs qui sont à l'extérieur, on fait des compromis sur la création ou sur le design? Est-ce que ça arrive des fois que dans le produit fini versus qu'est-ce que vos équipes avaient réfléchi, dessiné, tout ça, on a des grands compromis à faire de par ça? C'est une bonne question. Moi, je dirais que le grand compromis n'est pas sur la qualité, la durabilité de ma perception. C'est entre qu'est-ce qu'on veut pour le prix. Parce que veux pas, c'est certain que ce qui va guider le produit fini vers où on s'en va dans la conception, la matière et tout ça, c'est le prix. Fait que c'est sûr que si on décide de vendre un produit à un prix X, mais que toute notre confection fait qu'on rentre même pas dans nos marges minimales, ben ça va impacter. Fait que moi, de ma perception, c'est vraiment de partir un petit peu plus. Puis là, c'est mon côté analytique qui va vous faire rire un peu. Mais c'est de partir de... En fait, on fait déjà ça, mais de partir vraiment dans l'idéation du produit vers où on s'en va, mais que ce soit réalisable. Et c'est ce qui fait frustrer des fois les designers. Parce que c'est clair. On veut 2 boucles, mais il faut en enlever une. Fait que où est-ce qu'on la met? Les boutons brillants ou les ou les limites des manufacturiers aussi sont juste pas capables. Ça fait 3 fois qu'on le voit, ça fait 3 fois c'est pas beau. Donc on fait on va l'enlever. Mais je suis d'accord que ça c'est pas la qualité qui est primée par ça. Ça va être plus la conception ou l'idée de base. Par contre, si on a un nouveau développement où est-ce qu'on tient vraiment, par exemple, un nouveau soutien-gorge qui, on le sait, va prendre le temps de développer, ben on va pas l'annoncer dans nos magasins, ben il s'en vient dans 6 semaines. On va dire, ben il va venir éventuellement. Quand il va être prêt, on va le mettre en boutique en ligne accessible à la cliente. Mais on va prendre le temps qu'il faut pour certains items où est-ce qu'on y croit vraiment, puis on a besoin de prendre le temps pour cette production-là. Et c'est là où est-ce que les échanges commencent à être un petit peu plus fréquents parce qu'ils nous envoient un exemple, on le corrige, on le renvoie, puis il y a vraiment une belle communication qui se fait. Mais dans cet exemple-là, on va prendre le temps de créer le produit qu'on veut de base et avoir vraiment le meilleur produit possible. Je reviens à ta question sur les prototypes. Si on fait des prototypes, c'est dans ce temps-là qu'on développe des nouveaux produits qu'on n'a jamais fait ou avec des gens avec qui on n'a jamais travaillé, que l'on travaille plus longtemps. On est 1 an et demi, 2 ans avant pour s'assurer que tout avant la sortie, avant que le produit soit disponible. Pour s'assurer que tous nos standards, toutes les pratiques, tout ça, c'est tout exactement ce qu'on veut. Des fois, ça marche pas, on recommence. Mais encore là, on a des professionnels, du monde très, très technique dans toutes leurs catégories. Puis avec la production, on arrive toujours à faire ce qu'on veut, mais c'est juste en ce temps-là qu'on travaille plus longtemps à l'avance. Sinon, c'est quoi t'as dit 1 an et demi, 1 an et demi, c'est beaucoup plus d'avance. C'est quoi en général votre... Ça dépend si t'es straight direct to détail. Que la différence avec l'aubainerie, c'est comme on a parlé un peu plus tôt, on développe d'un côté, puis on achète de l'autre. Donc l'aubainerie est en partie corporatif et en partie franchisé. Donc, on connaît toute la famille Croteau, mais c'est encore les Croteau qui sont propriétaires de leur magasin. Les nouveaux magasins sont des magasins corporatifs. Donc, j'ai les acheteurs maison, puis j'ai les acheteurs pour chacun de leurs magasins. Fait que c'est combien de magasins qui sont franchisés? Je pourrais pas dire exact. C'est la majorité des magasins encore qui sont franchisés. Ah oui, Oui. OK. En fait, pour la production, on parle à peu près de 3 à 9 mois là, de début jusqu'au moment où est-ce que c'est en magasin. Fait que nous, on parle souvent à rebours. On pourrait faire des choses encore plus vite. Là. Ça, c'est juste la production? C'est tout le crayon cycle au complet. Là. Okay. Du moment où est-ce que l'idée, le besoin est défini, le coût de crayon est donné. Fait que on se donne des délais. Fait que nous, on aime souvent dire, en tout cas, moi, de mon côté, dans l'équipe, souvent, vous autres aussi, c'est le domaine, on est à rebours. Fait que le but, c'est on le veut à ce moment-là, à ce prix-là pour remplir tel besoin et on est à rebours. Alors, tous les délais de le dessin prend tant de temps. Exemple, le designer, ça lui prend 1 mois, exemple, faire les choses. Les cahiers techniques, les gens de mesure, fournir les mesures pour les cahiers techniques, etc. C'est tout ce procédé-là du moment où est-ce que le PO est négocié, donné. La production, les approbations justement de tissus, de couleurs, du prototype ou des prototypes, comme tu disais tout à l'heure. Puis ensuite, il y a l'approbation finale. Ça prend un bateau.
puis tout le transport, la logistique entre en ligne de compte. Dans notre cas actuel, on est en automne, fait que nous, on est déjà en train de placer des commandes et de dessiner. On est à mi-saison pour l'automne l'année prochaine. Fait que c'est déjà presque tout fait ou pas loin d'eux. Mon automne puis mon pre-spring, il est fait. Ouais, moi aussi. Moi, je suis à Noël. Là. Je suis rendue à dessiner. Noël 2026. Exactement. OK. Automne-hiver. Ouais. OK. Vous êtes à peu près. OK. Nous, on a 6 livraisons par année, 3 en automne, 3 en spring. Alors, on est rendu à notre 3e livraison d'automne, donc c'est vraiment Noël. On est à l'année longue. Toujours. On est toujours mêlés dans nos années parce que là, on travaille sur 2027. OK. Oui. Fait que si les tendances changeraient là, d'une façon exceptionnelle cette année, ce que tu sors l'année prochaine, ça va être un petit peu... Ça, c'est notre job de savoir ce que ça va. Ah, ben c'est ça que j'étais pour dire. Je dis, si là, la madame en magasin vous a dit de faire ça, puis vous l'écoutez, là... Non, je comprends. Il y a des façons d'avoir du plus rapide aussi dans d'autres secteurs, puis avec d'autres domaines, de faire du très, très, très rapide là, pour pouvoir aller combler un besoin. Il y a des fournisseurs aussi. Nous, on travaille beaucoup avec des domestiques qu'on appelle. Ça veut dire que c'est des gens qui sont au Québec ou au Canada. Tu sais, vous ne voulez pas des entreprises qui revendent des produits ou qui peuvent faire une confection du design ici aussi. Fait qu'il y a des marques qui sont basées ici, là, que nous, on achète. Fait que c'est un grand portfolio de notre département aussi. Mais la clientèle québécoise, si je peux me permettre de dire, c'est pas celle qui est la plus avant-gardiste non plus. Alors, ça nous aide un petit peu dans le travail que l'on fait parce que, oui, elle le voit, elle a de bon goût, évidemment, mais ça lui prend du temps avant qu'elle accepte une tendance quelconque. Alors, ça, c'est... Oui, la clientèle québécoise, même canadienne, elle prend un peu plus de temps à assimiler certaines tendances. Donc, ça nous permet aussi de... Ben oui, c'est aidant pour vous autres. Oui. Chez nous, on voit la différence, les enfants. Quoi, les autres sont plus vite? Qui achète pour ses enfants adopte la tendance plus rapidement que pour elle. Elle ensuite adopte la tendance. Et après ça, son mari, 1 an ou 2 plus tard. L'homme est plus lent. C'est vrai. L'homme est plus lent, effectivement. Il est toujours plus lent, plus conservateur. Il s'achète moins de vêtements, il les porte plus longtemps. La durabilité, puis tout ça. Je veux dire, si tu achètes un t-shirt bleu marin, tu n'en achètes pas 1 ou 3 semaines. À moins que tu travailles dans la construction puis tu le brises, là. Mais je veux dire, mais souvent, nous, les styles les plus flyés ou les plus fashion vont venir de l'enfant. Puis les besoins. Ou de la jeune adulte. Ouais. C'est un peu dans le même créneau, là, mais c'est là qu'on va exploser les nouveautés. Dans la femme, puis 1 an plus tard dans le... Quand on regarde les segments, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on voit toujours les trends là, qui adoptent le plus. Les gens qui sont très avant la tendance et tout ça. Bien, la grosse proportion des gens est vraiment dans le tout le monde la porte où c'est très présent, je veux la porter, et ceux qui sont un petit peu plus en retard ou qui la portent après. Fait que c'est le plus gros segment de marché est là. Des gens qui sont très, très en avance, puis les gens qui sont vraiment très, très en retard, c'est vraiment la partie du centre, c'est quand tout le monde le porte ou qu'on le voit partout. C'est là le volume, veut pas. Fait que c'est là que le flair revient, dans le sens que si on voit une tendance passer, on peut déjà prédéterminer, bon, ben, cette tendance-là, c'est un petit peu trop flyé pour notre clientèle, right? Fait qu'on est capable de dire, ben, celle-là, on va la discarter, on va la prendre peut-être en considération, on va, par exemple, je veux dire le léopard. Le léopard, très tendance, pas tout de suite nécessairement que quelqu'un va la porter sous ses vêtements, on va plus le porter comme un chandail qu'elle peut mettre de côté par la suite. Mais si la tendance, elle est très, très, très installée, ben là, elle va être intéressée de porter du léopard sous ses vêtements. Elle va se sentir d'une certaine façon. Alors, ça nous donne quand même le temps de discarter ce qui est trop flyé, puis vraiment garder... Et ça, c'est le flair qui vient là-dedans. Ben oui. Il y a un peu de notre culture aussi qui joue là-dedans. Si on parle, l'exemple du léopard, c'est une grosse, grosse tendance, mais il y a beaucoup de gens qui ont des préjudices, comme tu dis ça. Préjugés. Préjugés au niveau du léopard. Donc, déjà là, sont comme non. Les brillants l'été. Si tu vas partout ailleurs, ils font des brillants l'été, mais ici, non, tu es habillé en Noël. C'est vrai. Ça le fait trop temps des fêtes. Même chose pour le léopard. Tu portes de léopard, t'es sexy. T'es une femme sexy. Il y a beaucoup de ces petits préjugés-là. Quand on travaille, on y pense tout le temps. C'est vrai. Je fais partie de ça parce que je me serais dit la même chose. Fait que, c'est intéressant.
On a parlé un peu tantôt de plateformes comme, on les a pas nommées, là, mais Temu, Shein et tout ça, tu sais, qui sont dans la production de masse de produits, entre autres vestimentaires, puis il y a des jouets et tout ça. Et là, de plus en plus, ces plateformes-là font les manchettes, tu sais, parce que on parle de produits de mauvaise qualité, de produits copiés, tu sais. Je suppose que ça affecte vos organisations, parce que le consommateur ici, mais clairement, il y en a un consommateur qui achète sur cette plateforme-là, tu sais. Ben, l'économie actuelle étant instable, un peu plus difficile, ben, c'est sûr que le client est conscientisé à magasiner. Tu sais, veux pas, quand on regarde maintenant avec nos outils, notre téléphone qui est notre principale fonction, c'est l'extension de notre main, ben, on peut peser sur un piton qui s'appelle Shopping, il y a plein de comparables, il y a plein d'informations. Moi, ce que je dis, c'est faut s'informer du produit, qu'est-ce qu'il y en est. Ce qui arrive avec certaines plateformes, c'est le prix. Là, veux pas, le client va faire wow, tu sais, je peux payer tel prix pour un item versus, puis je crois qu'il y a la compréhension de tout ça, l'éducation, de savoir est-ce qu'il va être durable, est-ce qu'il ne sera pas. C'est sûr que c'est un gros employeur, Shein et Temu aussi, quand on parle à nos partenaires, fournisseurs, ben, tu sais, veux pas. Il y a de l'emploi. Les mêmes fournisseurs que vous? Ben moi, je sais que oui, je suis allée dans des usines que j'ai visitées qui avaient une portion qui était faite pour Shein. OK. Fait que c'est un gros employeur pour eux aussi, fait que c'est normal. Ce qui est dommage, c'est que nous, quand on compare avec le prix sur notre marché, ben veut pas, des fois, ils sont très, très, très bas, mais ça ne veut pas dire que c'est durable ou que c'est de la qualité. Fait que c'est vraiment un enjeu. Le fit, va être bon. Exactement. Tu commandes un médium, puis c'est un extra small. Ouais. C'est pas adapté. C'est pas adapté ici. On parlait de qualité-prix aussi. La cliente québécoise, je pense qu'elle est quand même consciente de ça. Si jamais elle consomme l'une de ses marques et elle reçoit son produit, 90% des chances, elle va être déçue parce que ça ne sera pas nécessairement qu'est-ce elle est habituée d'acheter ou qu'est-ce qu'elle retrouve au Québec. Pour nos 3 entreprises, notre qualité-prix, elle est très bonne. Il y a le fit que tu as mentionné qui est très, très, très important. On sait comment habiller la cliente québécoise quand elle achète d'autres compagnies qu'on a nommées tout à l'heure. Elle va recevoir quelque chose qui va être trop petit ou la qualité, elle va porter une fois et c'est terminé, tandis que nos produits, elle va pouvoir les porter plus qu'une fois et c'est là où est-ce que c'est beaucoup plus rentable. Il y a tout aussi les règles que nous, on respecte, juste les produits chimiques. On fait très attention, tout est testé, on fait des tests constamment. On ne peut pas dire la même chose de ces compagnies-là. Donc, elle doit être consciente de qu'est-ce qu'elle achète en ligne. C'est ça, tu faisais référence aux lois tantôt? Surtout pour les enfants. Oui. Si on achète de l'enfant de ces compagnies-là, c'est pas nécessairement des fixes inflammables. Les régulations d'appliquer sur les vêtements ne sont vraiment pas les mêmes qu'ici, donc ils peuvent s'étouffer sur un pompon, rester pris avec la corde de leur capuchon. Il y a plein de règles comme ça ici qui doivent être appliquées que eux n'appliquent pas du tout. Fait que là, qu'ils n'ont pas. En fait, c'est qu'eux n'ont pas cette réglementation-là dans leur pays ou dans leur secteur où est-ce qu'ils vendent. C'est sûr que nous, ici, quand on importe un produit ou qu'on le fait fabriquer ou qu'on l'achète, on a la responsabilité de s'assurer que ce produit-là est conforme. Comme tu disais, c'est que vraiment les fonds, tu sais, comment je pourrais dire, les appliqués, que ce soit bien cousu, que les cordons soient fixés, taqués. Il y a les foulards, tu sais, qui étaient tendance dans le passé pour les enfants. Maintenant, c'est plus réglementaire un foulard parce qu'il pourrait s'accrocher puis s'étrangler. L'inflammabilité des tissus. Après ça, il y a des matières qu'il faut absolument avoir des barcodes pour s'assurer que si justement l'air ne passe pas, fait qu'il n'y a pas de danger. Ça rentrera pas. Exactement. Il y a énormément de législation dans l'enfant, surtout, mais aussi produits chimiques par rapport aux matières. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de législation au Québec et au Canada. Fait que c'est certain que nous, on est régis par ça pour nos produits en magasin. Ce qui est peut-être pas, comme disait tout à l'heure, le cas des autres qui revendent en ligne. Là. Mais c'est la même chose que si on achète des produits américains. Ils n'ont pas la même législation que nous. En Europe, ils n'ont pas les mêmes législations. Fait qu'un produit qui est d'une entreprise américaine qui est vendu au Québec pourrait avoir les mêmes problématiques que ces plateformes-là. Oui. OK. Oui. Fait que ce n'est pas
qu'exclusif à ces plateformes-là, c'est que ces plateformes-là arrivent avec une offre qui est très à bas prix, en général, ce que je comprends, la qualité est moindre, là. Oui. Et on a même, je pense, Renaissance là, qui disait qu'ils ont même de la misère à recycler ces produits-là parce que ils en reçoivent des tonnes, puis ça se défait, là, tu sais. Fait qu'ils peuvent pas le faire. Ceci étant dit, est-ce que vous avez eu l'expérience de copie de vos modèles? Est-ce que vous avez retrouvé vos modèles que vous avez designés qui ont été copiés par ces plateformes-là? Bien, de notre côté, très précisément, non. OK. Par contre, on a vu dans des choix de matières disponibles, parce qu'on achète aussi parfois des matières disponibles, des choses qui ressemblaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à nos produits. Est-ce que c'était parce que c'était une usine qui était côte à côte ou quoi que ce soit? Ça peut arriver, mais en même temps, veux pas, comme tu mentionnais tout à l'heure, si on achète des grosses quantités, ben je veux dire, ça prend pas tête à Papineau pour faire. Ça se peut que ça soit un bon produit, hein? Fait que nous, on va le faire aussi. Mais de copier tel quel Aziz, nous, de notre côté chez ModShock, ça nous est pas arrivé. OK. On n'a pas vu un produit qui était purement copié. OK. Nous, oui. Oh oui, c'est arrivé. Au US. C'est ton produit qui a été copié en plus. En plus? Oui. OK, fait que c'était pas les plateformes. C'était un autre l'imprimé, c'est probablement, ils sont allés chez le manufacturier qu'on utilisait, ils ont vu, c'était une robe, ils ont vu la robe, on la veut, puis ils l'auront vendue. Mais nos équipes illustrateurs étant à la maison, nous avons les droits de tous nos imprimés. Oui. Donc, ils n'ont pas le droit d'utiliser nos imprimés ailleurs. Donc, ils ont dû retirer la robe de leur... Fait que c'est votre partenaire fournisseur qui a vendu notre robe à quelqu'un. Mais c'est les mêmes règles aussi avec d'autres compagnies. T'sais, là, on parle de compagnies là-bas, mais il y en a ici qu'on s'inspire l'un de l'autre, puis on sait très bien que quand on le voit dans un magasin, « Oh, ça, c'était ma collection de l'année passée. Ça arrive quand même très fréquent, oui. Ah, on veut des noms? Non. Des shapes, mais même quand une tendance est importante, on va finir par tout avoir le même magasin parce que c'est ça que les gens recherchent en ce moment. Ouais. Tu sais, quand on a parlé des tailles qui montaient puis qui descendaient, les jeans pattes larges, les jambes larges, mais ça a pris moins de temps qu'adopter les skinny, parce que les skinny, ça a été très long avant que que les Québécois adoptent le skinny. Puis, mais le wide leg, là, il a adopté, mais déjà qu'en Europe, c'est revenu comme ça. Ils sont en train de revenir à skinny. Les skinny et le waist aussi, là. C'est quand t'atteins trop... En mode, on sait, quand ça va trop haut, trop grand, ça finit toujours par l'opposé. C'est tout ce qui monte redescend, même chose. Ça, si c'est d'un gros volume, ben, tu sais, les prochains, ça va revenir tout ajusté. C'est déjà commencé, là, les petits t-shirts ajustés, crop. J'ai envie de vous demander, je sais pas, est-ce que vos consommateurs, consommatrices dans ton cas, se ressemblent, selon vous? Selon moi, oui. Oui. Vraiment, parce qu'en fait, de notre côté, on habille vraiment la famille, on est vraiment accessible, on veut que les gens soient confortables dans leurs vêtements. On est des compétiteurs. Des compétiteurs. Des compétiteurs, mais en même temps, veux pas, nous, on apprécie que vous soyez là, du sens que vous apportez aussi la synergie, vous êtes québécois, vous êtes présents, vous êtes une belle entreprise. Je pense que c'est la même chose pour ModShock, tu sais, veux pas, tu peux dire que tu es en compétition, mais on travaille quand même ensemble dans ce volet. Moi, je pense qu'on a vraiment le même portrait de client. Oui. Notre client, il est très à l'affût, il habille sa famille, la maman, elle peut venir chez nous, elle va chez vous. Fait que moi, je crois vraiment qu'on a le même portrait de client. C'est une saine compétition quand même. Ben moi, je trouve que oui. Dis-le-moi, sinon... Ben oui, non, je veux dire, on regarde ce qu'ils font, puis je suis sûr qu'ils regardent ce qu'ils font aussi. Puis on regarde pas juste ModShock, là, on passe beaucoup chez Simons, on passe du temps chez La Vie en Rose, chez Bikini Village, ou tout ce qui est maillot aussi. Je veux dire, on va voir les pros, là. Les pros, c'est vous autres, ça. C'est ça, dans leur catégorie. Toi, dans la consommatrice, le spectre doit être plus large, peut-être, parce que... Ben oui et non, parce qu'on a quand même juste un produit très niché quand même. On n'a pas de vêtements, on n'a pas de souliers, on n'a pas de chapeau, on n'a pas d'accessoires. On est vraiment dans la maison.
et le voyage. C'est vraiment nos deux produits. La clientèle, elle s'habille ses sous-vêtements, c'est pour faire dodo. Elle va avoir peut-être un peu de lounge, mais le lounge, je trouve que c'est offert partout. Donc, elle va pas nécessairement venir chez nous pour acheter du lounge, mais si on a un produit qui l'intéresse, elle va l'acheter. Et le maillot de bain. Fait qu'on a vraiment... on a un maillot de bain qui est à l'année longue. C'est très rare de voir des compagnies qui ont du maillot de bain à l'année longue. Donc, on est vraiment une destination voyage. Et la Québécoise voyage dans le temps des fêtes, voyage à l'hiver, est écœurée de la neige. Alors, on est vraiment la destination pour elle, pour aller chercher son maillot, son beachwear, son sac de plage, son chapeau, pour qu'elle puisse voyager. Puis dans les autres pays, est-ce que tu as la même offre de produits? On offre exactement la même chose, avec certaines petites exceptions, mais on a vraiment un produit et c'est vraiment le même produit que tu vas retrouver à Dubaï que tu vas retrouver à Montréal. C'est exactement la même chose. OK. Ouais. C'est pour ça que je disais au début que on est une destination exotique pour eux. Ils recherchent un peu ce look-là québécois que nous offrons vraiment dans nos magasins. Puis est-ce que vos clientes valorisent, selon vous, la conception québécoise? Est-ce que c'est quelque chose qui sont... Oh Dieu! Je vais refaire ma question. Selon vous, est-ce que vos clientes valorisent la conception québécoise? Pardon. Je te dirais que ça fait plusieurs années que les gens ils remarquent, mais depuis que notre super ami Orange, de l'autre côté de la frontière, s'est mis à nous taper sur la tête, ben c'est beaucoup plus important maintenant. Oui. Les gens regardent beaucoup, beaucoup plus ça, apprécient ça aussi, puis pas juste québécois, canadiens, à travers même à l'épicerie, ça se voit. Quand il y a des bleuets des États-Unis, ben le présentoir est presque plein encore. Vous le voyez, vous l'entendez, vos magasins vous en parlent? Oui, nous, ça nous a bénéficié. OK. De notre côté aussi, je crois que les clients sont de plus en plus conscients. La pandémie a fait une bonne pause, on s'entend, puis les gens ont été vraiment conscientisés à qu'est-ce qui se passe dans le marché puis dans leur consommation. Alors moi, je crois qu'on le voit. Je sais qu'on l'entend. On l'entend des acheteurs, on l'entend des gens de magasins aussi. Est-ce que les gens en ont toujours conscience comme clients? Je suis pas certaine. Je crois qu'on devrait encore plus pousser là-dessus. Fait que vous, ben, tu sais, veux pas, avec le logo Produits du Québec, déjà, ça pique la curiosité, mais il faut continuer d'en parler. J'aime pas ça de dire qu'on veut devenir pédagogue, là, puis de donner la leçon ou de faire. Mais je crois qu'il faut apprendre aux gens qu'est-ce qu'il y en est. Plus on va démocratiser ça, plus on va expliquer comment c'est fait, plus les gens vont comprendre, puis de faire possiblement des meilleurs choix pour le futur. Puis on les aide aussi à le rendre plus visible en utilisant des villes d'ici, des endroits d'ici sur des t-shirts, juste pour promouvoir au lieu de faire New York, LA, ben là on est dans Mont Offord, Bromont, on se promène dans les régions, on va même au Canada, on va faire. Donc on reste plus. Même le produit a l'esprit local. Dans la même lignée, on fait la même chose au niveau des slogans. On s'assure toujours d'avoir des slogans francophones. Donc, ça nous différencie aussi de d'autres entreprises qui sont juste anglophones. Nous, c'est notre langue maternelle, c'est le français. Donc, on s'assure vraiment d'avoir des collections où est-ce que tout est écrit en français. Évidemment, on a du anglais aussi parce qu'on est à l'international, mais le français est toujours présent dans nos collections. Vos trois organisations font de la conception au Québec. On a beaucoup parlé de c'était quoi la conception aujourd'hui. Pensez-vous que dans la tête des gens, conçu au Québec, fabriqué au Québec, il y a une certaine clarté où on doit démystifier davantage? Je crois qu'on doit démystifier un petit peu davantage parce que même si c'est pas fabriqué au Québec, c'est conçu, c'est pensé, c'est des centaines de gens d'ici qui travaillent pour des gens d'ici à développer des produits pour ici. Donc, à la fin de la journée, oui, c'est peut-être fait en Chine ou au Bangladesh, tout ça, mais toute la pensée, tout le thinking process, le développement, c'est tout fait ici par des gens ici. Ça serait quoi la bonne façon, vous pensez? T'sais, nous, on a 3 logos, vous le savez, on a un conso au Québec, mais comment qu'on peut faire pour encore plus démontrer, sans être peut-être trop pédagogue, tu parlais de ça, de plus démontrer l'impact? Qu'est-ce qui paraît aux consommateurs, selon vous? Ben, l'exemple que j'ai dit plus tôt, on engage 300 personnes à temps plein pour développer tous les produits qui sont en magasin.
Juste ça, c'est un bon chiffre. L'aubainerie est au Québec. Et le plus gros employeur de mode, on a un total de 2000 employés avec les magasins. Quand même. Les centres de distribution. So, juste ça, on est un employeur québécois. Si c'était pas conçu ici, ben, il y aurait beaucoup moins de cet gens. emploi-là. Ouais. Tu perdrais 300, 500 employés. Puis on développe aussi en région. Je pense que vous faites la même chose. L'un des derniers qu'on a ouvert, c'est à Asbestos. Fait que, c'est des belles opportunités. On est allé aux îles de la Madeleine aussi. Donc, oui, c'est à l'extérieur en région, mais c'est là où est-ce que les gens sont excités. C'est là où est-ce qu'on n'est pas nécessairement connu à 100%, mais on gagne à être connaître pour les 3 compagnies. Puis en force d'en parler, je pense que c'est vraiment la façon d'aller chercher la connaissance. En Beauce, ça a été un gros succès l'ouverture en Beauce. C'est un line-up dehors. Puis moi, pour Produits du Québec, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider davantage? Ben là, déjà, je crois que, en fait, j'ai vu la publicité à la télé. Fait que déjà, en parlant beaucoup plus, l'exposer, nous aussi sur nos plateformes, veut pas, faut l'exposer sur nos réseaux, mais aussi dans nos publications puis dans nos messages, puis d'apporter la nuance de, quand on dit conçu, c'est l'idéalisation, c'est pensé, c'est fait pour nous. Il y a vraiment des équipes et des gens. Fait que ton point est bon de dire, ça fait travailler des gens ici. Ouais. C'est ça qui se passe. De peut-être démystifier le fait que c'est pas juste des choses qu'on reçoit par magie. Il y a des gens qui sont... C'est des gens intelligents, c'est des gens avec des idées, que c'est conçu, c'est créé ici. C'est tout imaginé par des Québécois pour des Québécois. C'est quand même important. Mais c'est un beau message. C'est un beau message. Québécois je prends des notes pour ma prochaine campagne. Comment ça se porte? Dans le fond, parlons un petit peu d'avenir de relève. Là. On a parlé d'école, tantôt de formation, de parcours atypique même, mais là, en ce moment, est-ce que les écoles de mode, les gens vont en design? C'est une profession qui est encore... J'ai été surprise de voir à quel point il y avait des finissants cette année. Ouais. Autant je suis allée à La Salle et à Marie-Victorin, il y en avait beaucoup. Alors oui, je pense encore qu'il y a une belle ouverture, il y a des belles possibilités. Pour notre part à nous, on est vraiment en pleine croissance. Donc, c'est sûr qu'on va engager et agrandir. On engage aussi des stagiaires que souvent on garde aussi par la suite. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités pour le futur. Moi, je suis une relève direct, c'est ce que je suis en train de vivre. Je relève de mon père qui a pris sa retraite cette année, puis je suis la prochaine en place. Mais éventuellement, moi aussi, il va falloir que je commence à former ma relève et vice-versa. Tu sais, on cesse de grandir, on fête nos 40 ans, vous fêtez votre 80. On n'est pas... Non. Chance, tu l'as dit. On n'est pas prête à partir, là. On est vraiment en train de... On commence. Même chose chez nous, plan de relève, nouvel actionnariat, pérennité de l'entreprise, c'est les relevantes maintenant qui ont pris la relève, mais aussi avec notre présidente. Fait que nous aussi, c'est en croissance. On veut continuer de faire de la production du conso au Québec. C'est vraiment notre but. Y a-tu des écoles de mode en région? Non, il n'y a pas d'école de mode. OK. C'est Québec puis Montréal. OK. Fait que dans le fond... Une mini à Trois-Rivières. Oui, c'est vrai. Mais en région, il y a d'autres connexes là, qu'on peut avoir, mais c'est plus, exemple, en étalage ou en présentation. C'est pas vraiment le design de mode qu'on connaît. Là. C'est un domaine qui va toujours faire rêver. C'est vrai. Je pense que ça va toujours inspirer les jeunes qui veulent créer, puis être des designers ou travailler pour une corporation ou partir leur propre ligne. Je pense que c'est vraiment, s'il y a quelque chose de romantique, de glamour que les gens rattachent aussi à ce métier-là, je pense pas qu'il va disparaître. Qui est perceptuel ou réel, selon toi? Ça dépend. Il faut travailler fort. Oui. Travailler pour fort. atteindre atteindre le rêve, il faut travailler fort. Oui, c'est beaucoup d'heures, énormément beaucoup d'heures. C'est un métier qui demande une dedication. Oui. Dédication. C'est-tu? Non, ça se dit. Non. Un don de soi. Mais pas un don de soi. Mais la passion. C'est la passion, exactement. Beaucoup d'investissement. Puis la différence, je dis toujours ça aux étudiants, parce que je fais souvent les tournées d'école, mais je dis souvent comme un comptable, quand il a fini son calcul mathématique, c'est terminé.
Quand c'est 1 + 1 = 2, tu as terminé à 2. Tandis qu'un domaine créatif, tu n'as jamais terminé. Il y a tout le temps quelque chose à améliorer ou tu as tout le temps une nouvelle idée. « faudrait que je rajoute ci, faudrait... » Ça finit jamais. Alors, c'est un domaine qui est extrêmement stimulant. C'est un domaine qui est très enrichissant, mais ça demande énormément de temps. Il y a certains... Quand tu sors des écoles, tu le vois très féerique, très magique, jusqu'à temps que tu rentres dans une compagnie puis tu réalises comme, OK, faut que c'est pas fait pour tout le monde, dans le sens où il faut que tu sois prête à travailler, mais ceux qui le font se démarquent et il y a un avenir absolument magique dans tout ça. C'est là où est-ce que la magie, elle est. On est très chanceux de travailler dans un domaine artistique, on travaille dans notre passion. C'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. Et je me considère extrêmement chanceuse de pouvoir faire ça à tous les jours. Je rentre travailler au bureau et je suis contente d'être là. C'est le fun. C'est toujours différent. T'as pas une journée pareille. Ça, c'est sûr et certain. Créativité. Oui, les exact. voyages, c'est sûr, ça, c'est la partie le fun aussi qui vient avec l'expérience et les galons. Ouais, c'est peut-être pas au début de ta carrière que tu voyages beaucoup. Non, c'est pas au début de ta carrière que tu voyages le plus, mais ça, c'est les bénéfices qui viennent avec l'expérience là. Fait que créativité, voyage, mais on travaille fort. Ouais. On travaille très fort. Il faut s'engager beaucoup, être passionné. Il faut aussi vraiment collaborer parce que veux pas que c'est un domaine que tu ne peux pas faire de tout de A à Z. Fait qu'il faut vraiment que tu collabores avec les équipes, tu sois à l'écoute. Ouvert à la critique. C'est ça, je pense. D'avoir l'ego puis d'être ouvert justement à ce que ce n'est pas une attaque envers une personne, c'est vraiment de la discussion puis de la collaboration. Parfois, notre idée, elle est magnifique, mais ne prendra pas vie pour des multiples raisons. Fait qu'il faut vraiment... Donc, souvent le coup, je suppose. Le coup, parfois, l'idée est un petit peu débordée. Des fois, ils sont pas prêts encore. Exactement. Ils sont dans une autre saison. Des fois, mais souvent, c'est le coup. C'est ça. C'est comme dans n'importe quel domaine. Quand tu sors de l'école, souvent, tu te dis « Oh mon Dieu, c'est pas ce que j'ai appris » ou « J'ai appris une partie ». Dans la mode, c'est un peu la même chose, veux pas, parce que tu apprends des choses. Puis quand tu arrives, tu fais « Oh, OK, finalement, c'est un petit peu plus rapide » ou... Il y a une rééducation qui se fait quand ils rentrent. Une rééducation. Ouais, oui. La réalité des deadlines. La réalité est pas la même qu'au collège. Fait qu'au collège, on apprend peut-être un peu moins... Très créatif, t'as pas de deadline aussi pressant, t'as pas une charge de travail aussi volumineuse. Et t'as pas un portefeuille à gérer. Non, c'est vrai. T'apprends beaucoup, mais après, c'est comment tous ces apprentissages-là qu'ils ont à l'école, mais comment les appliquer. C'est pas nécessairement ce qu'ils pensaient. OK. Puis, est-ce que dans ce contexte-là, dans le contexte aussi de cette relève-là, dans le contexte du monde actuel, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une menace ou une opportunité? Une opportunité, moi, je dirais. Pour nous, c'est une opportunité aussi. On a commencé à utiliser de notre côté un programme qui s'appelle CLO. C'est l'eau qui fait les essayages virtuels. Donc, ils font le patron dans l'ordinateur, puis ils le voient sur une silhouette 3D. Quand on choisit la forme de la silhouette, on lui donne les proportions qu'on veut qui représentent notre cliente. Puis tous les vêtements sont construits là-dessus, sur l'ordinateur. Donc, si j'aime pas le godet de la jupe, elle change, le voit, comment ça va tomber. Fait que t'as une portion design, mais qui reste dans l'utilisation. Ça, c'est le côté très technique. C'est une fois qu'on leur a donné nos photos d'inspiration, nos sketchs, tout ça, eux, ils partent puis ils font ça. OK. Pour accélérer le processus de patron, de fit, puis de tout ça. Parce que s'ils envoient un patron jusqu'à ce qu'on appelle les spécifications, des fois, ils font même pas de patron, ils envoient juste des mesures. Puis c'est en Asie qu'ils font les patrons. Là, t'as pas toujours ce que tu veux. Tandis qu'avec Clo, on s'assure de sauver du temps parce qu'on va avoir le patron parfait. Est-ce que c'est intégré chez vos deux organisations aussi? De notre côté, on a exploré cette même plateforme-là aussi, mais on est vraiment encore dans la méthode manuelle, on va dire, avec les équipes sur place. Mais l'intelligence artificielle, c'est sûr qu'on l'explore, on regarde ses avantages et tout ça. Fait que le but, c'est de pouvoir optimiser nos opérations, mais tout en ayant nos équipes puis gardant nos talents puis notre expertise. Fait qu'on est vraiment dans cette optique-là. C'est en exploration, on va dire. C'est plus du côté technique que ça peut nous ôter, le côté créatif, comme quand j'ai rencontré deux compagnies dernièrement, puis je te dis, c'est super, mais t'enlèves tout le fun à mon équipe. Mais toutes les parties qu'ils aiment faire, l'intelligence artificielle peut... On veut pas aller là. Mais on veut pas aller là. Moi, le côté créatif, c'est pas là que j'ai besoin. Mais un côté technique, de faire le patron d'une robe qui va arriver parfaite
du premier coup ou en 2 essais, ben ça me sauve 3 semaines, un mois. Depuis de l'argent de voyage, de paquets qui part du Bangladesh, qui vient à Montréal, qui repart de Montréal, qui retourne au Bangladesh. C'est des trucs comme ça qu'on recherche à améliorer avec l'intelligence artificielle. Ça peut accélérer certains processus. Donc, accélérer le processus, c'est sûr que ça va nous sauver du temps. C'est sûr qu'on va gagner du temps pour faire autre chose, plus de temps de création peut-être, mais c'est sûr que nous aussi, on l'explore. On n'est pas rendu avec des structures où est-ce qu'on l'utilise à 100% dans l'équipe de design. Par contre, on peut l'utiliser, par exemple, pour un processus final qui est comme niveau technologique de « fais-moi mon patron de la fin », comme tu expliquais, avec les mesures, que ça pourrait être beaucoup plus rapide qu'une personne qui l'a fait à la main. Okay. C'est vers ça qu'on s'enligne. C'est pas quelque chose qui vous inquiète, mais plus qu'on voit l'opportunité. Ça va devenir des outils de travail. Il va falloir apprendre à travailler. On fait des sessions d'entraînement sur comment communiquer avec le AI. On développe un lexique à l'interne aussi pour comment communiquer à l'AI, pour qu'on ait tous les mêmes résultats aussi, parce que c'est très nouveau pour tout le monde. Là. Il y a plein de gens qui... Ça évolue aussi. Comment lui parler, comment juste la synthèse de phrases, c'est pas comme Joseph. Tu as encore besoin de la personne pour fider le AI. L'idée, elle vient toujours de la personne. Le standard aussi. Là. Il y a quelqu'un qui doit nourrir le standard dans l'AI. C'est pas... il le sait par cœur. Il faut vraiment aller donner cette information-là pour avoir les bons barèmes puis les guides. Fait que on est vraiment là. Moi, j'aime ça dire la blague, là, vous allez rire encore de mon profil, mais quand la calculatrice est arrivée, là, ben, les comptables n'ont pas dit on va perdre notre job. C'est de s'adapter avec l'outil. Les tableaux Excel, les Power BI de ce monde, les comptables, tout le monde a encore son travail. Fait que c'est de s'adapter avec nos outils. Est-ce que le domaine va changer, évoluer? Peut-être un peu, mais le but pour nous, puis vous aussi, de tout ce qu'on parle de tout à l'heure, c'est de garder la passion, la création, l'authenticité, d'être vraiment là, de sentir nos clients. Et garder l'émotion, parce qu'avec AI, tu n'as pas nécessairement d'émotion. Donc, c'est d'avoir cette petite touche de plus qu'on peut... ça peut être la base d'une création, par exemple, et AI pourrait peut-être dessiner un petit chien que je vais utiliser pour mes pyjamas, mais je vais avoir besoin de mes illustratrices de mettre la touche personnalisée de l'ADN de la vie en rose. C'est pas AI qui va me le donner, c'est vraiment la personne. Donc, ça peut être un outil de travail, mais je suis pas inquiète que ça va remplacer notre... on va rediriger peut-être un petit peu, on va s'adapter, mais je pense pas que ça va prendre... Leur façon de travailler va peut-être évoluer. Exactement. Mais ça va pas leur enlever leur travail. Puis si on se laissait un peu sur un mot de l'avenir ou un mot de la fin, qu'est-ce que c'est vos prochains défis? Qu'est-ce que c'est vos prochaines préoccupations? Est-ce que vous avez envie de me partager ou pas? Ben nous, de notre côté, c'est vraiment le volet avec l'écologie, la durabilité, la pérennité aussi à l'interne de notre savoir et tout ça. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup de conscience écologique. On voit que le client, il prête parfois à payer, parfois pas. Fait que c'est vraiment là-dedans que nous, notre défi, tu sais, oui, il y a l'expansion, oui, il y a les ventes et tout ça, notre positionnement, mais l'écologie et aussi de s'assurer de la durabilité puis la pérennité de tout ça est vraiment un défi, là. Parce que veut pas, ça va vite. Puis on veut les meilleurs produits, mais des fois, on veut avoir un produit qui est, exemple, avec une grande certification et tout ça, mais le prix influence grandement notre choix. Fait que tu parles de matière, disons, par exemple. OK. Fait que c'est sûr que ça vient jouer beaucoup sur nos décisions, mais puisque ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, puis ça fait partie de nos règles d'affaires, bien souvent on dit, ben dans l'enfant, on va prioriser d'avoir une matière certifiée écologique ou bio, ou GOTS ou Better Coton, exemple, pour avoir le meilleur prix, oui, pour le client, mais on va faire un petit peu moins de sous. Mais on va s'assurer d'avoir ça. Puis ton client le demande? Ben, en fait, notre client le reconnaît, le voit. OK. On pense qu'il l'apprécie de ce qu'on entend et tout ça, de ce qu'on voit. Est-ce qu'il est prêt à payer plus cher? Ça, c'est le doute qu'on a actuellement. OK. Fait que nous, ce qu'on se dit, ben, on va garder nos règles de prix puis nos échelles de prix, mais on va faire peut-être un petit peu moins de sous sur certains produits parce que un T-shirt en coton de base, ben, au lieu de dire qu'il est en coton standard, on va préférer avoir un Better Coton, un coton certifié.
Fait qu'on se dit, ben au volume qu'on vend, on participe, nous aussi, à l'environnement. Puis parce que ça vient avec nos valeurs. Exactement, ça vient vraiment directement avec nos valeurs. Fait que nous, c'est vraiment ça qu'on discute énormément. Puis c'est sûr que veut pas, on parle beaucoup de meilleurs choix et tout, mais on est dans des entreprises de consommation. Fait que c'est vraiment encore là de guider pour faire le meilleur choix avec nos clients. Puis ta notion de meilleur choix, je pense que tu as le défi de dire tu veux pas encourager la surconsommation, mais tu veux pas que ton client arrête de consommer non plus. Exactement. Fait que c'est de parler d'un bon choix pour un bon produit. On dit une belle robe noire, de mettre un petit peu plus ou d'avoir une meilleure confection, une meilleure qualité ou une meilleure qualité de matière va être un bon produit parce qu'on va l'apporter beaucoup. Tandis que des choses sont peut-être un petit peu plus mode, peut-être qu'on n'ira pas avec une qualité de matière qui est certifiée ou quoi que ce soit parce qu'on se dit, le client veut le prix, veut pas, on n'ira pas maximiser nos efforts là. Puis nos volumes sont beaucoup dans des bases puis des choses que les gens portent. Fait que là, on peut faire la différence. Okay. Nous aussi, c'est la même avenue. On est vraiment en train de pousser ce volet-là. On est déjà très engagés de ce côté-là. Toutes nos matières, des répellants sur les manteaux pour les rendre imperméables, c'est toutes des matières qui ne sont pas dangereuses pour la santé ou qui ne polluent pas. La même chose pour les lavages de denain. On fait pas aussi autant de rinçage parce que ça prend beaucoup d'eau pour laver les denains. Puis pas juste ça du côté écologique, mais aussi social. On participe au petit déjeuner du Québec. On a nourri 2 écoles pendant 1 an, je pense. On a plein de petites associations à travers le Québec. On avait 2000 étudiants à Boisbriand, je crois, à l'année. Puis on leur donne de l'aide financière si nécessaire. OK. As-tu l'implication sociale, dans le fond, qui est un focus? OK. Oui, pour l'instant, puis on pousse là, tout ce qui est plus écologique puis tout ça. On a déjà commencé dans les produits plus techniques. OK. C'est la même avenue pour la vie en rose. La matière recyclée, c'est quand même quelque chose que nous avons en magasin et qu'on va continuer de faire. On a nos certificats et tout le tralala. Mais c'est aussi la cause qui nous tient à cœur, c'est le cancer du sein. On a une grosse fondation aussi avec le soutien-gorge. L'un vient avec l'autre. Il y a beaucoup de cas. Ma mère qui a été une survivante. C'est une cause qui nous tient à cœur, qu'on va continuer à pousser, évidemment. Notre président François Roberge, qui est le président de M-Mode, la grappe mode, qui est aussi très impliqué. On veut vraiment faire briller le Québec. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur. On a beaucoup de compétences au Québec qui est en mode. On veut vraiment pousser et nous faire connaître partout à travers le monde ce qui est riche et propre à nous. On fête nos 40 ans, comme j'ai mentionné, et on va vraiment continuer dans cette avenue-là. On veut briller encore pour un autre minimum 40 ans. On veut continuer à développer les marchés, ouvrir des magasins. Le magasin est très important pour nous. Ça nous rapproche aussi à la cliente. On fait du en ligne, évidemment, mais on va continuer à ouvrir des magasins. C'est très important d'avoir cette connexion-là avec notre cliente. Puis tu parlais de, tout l'aspect ambassadeur québécois. François, il est très impliqué. On le voit souvent, on le connaît. Fait que peut-être pas tout le monde qui nous écoute, mais je veux dire, François Roberge est quand même un super ambassadeur aussi. Je voudrais, en fait, conclure en vous remerciant d'avoir été là. C'était vraiment une discussion hyper intéressante. J'ai un petit cadeau pour vous. En fait, j'ai des sacs ici avec plein de produits qui sont fabriqués, conçus et produits du Québec. C'est très varié, fait que j'en ai un pour chacun. Merci beaucoup. Jessica? Ah, regarde. Ouais, tu peux le passer à ton voisin. À mon voisin. À ton copain. Et toi? Merci. C'est pour toi. Merci. Donc, c'est fou. Il y a du cosmétique, il y a des trucs pour les animaux. Bref, il y a un peu de tout, des belles marques, des belles découvertes. Des petits hot pots là, pour avoir chaud. Moi, il y a plein de choses là-dedans. Merci beaucoup d'être venu avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, vraiment. Merci de nous avoir accueillis dans vos studios. C'était très plaisant. Ça me fait plaisir. Donc, au plaisir de se recroiser. Certainement. Merci. Merci beaucoup.